Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce second webinaire dédié à la fiscalité, la nouvelle fiscalité, parce qu'en effet, on vous avait retrouvé le 30 janvier dernier pour vous parler de la précédente fiscalité. On vous avait promis justement de s'organiser un nouveau webinaire qu'on fait cette fois-ci à distance pour vous parler de la loi de finances qui serait votée. Et aujourd'hui, c'est le cas. Elle est votée et appliquée. Je m'appelle Anthony Bonnet, je suis chef de produit chez Alphabet France. Et pour ce webinaire, je serai accompagné de Raphaël Almerge, que vous connaissez, mais qui va quand même se représenter. Merci Anthony, oui, Raphaël Elmerge, toujours en charge de la formation commerciale et du consulting. Et tu vois, moi j'ai mis mon petit pull Anthony parce que tu es un peu, tu as du courage, il fait encore un peu frais, hein. J'ai du courage, mais c'est parce qu'on est à distance et je peux me le permettre. Je vous propose tout d'abord de vous parler d'Alphabet. Voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Alphabet est une entité du groupe BMW qui accompagne aujourd'hui sur la route 108 000 conducteurs en France. On va conseiller plus de 30 000 clients dans le monde, à un niveau que ce soit national ou international. On est présent dans 38 pays et on est spécialisé depuis 28 ans dans la mobilité. Ce qu'on vous propose comme sommaire aujourd'hui pour pouvoir balayer vraiment toutes les nouveautés et aussi mettre un point d'honneur sur cette fiscalité, ce qui va être important pour vous cette année, c'est de travailler d'abord sur les taxes à l'immatriculation, c'est-à-dire les taxes qui vont vous être appliquées lorsque la carte grise est émise. La deuxième partie, ça va être les taxes pendant la vie du véhicule, donc les différentes taxes que vous allez devoir payer lorsque le véhicule est sur la route. Troisième point, ça va être les changements de la LOM, la loi d'orientation des mobilités. Et enfin, on terminera par une session questions-réponses. Donc n'hésitez vraiment pas à nous écrire et nos équipes, nous partagerons les différentes questions qu'on pourra aborder en fin de webinaire. Raphaël, le contexte, on le connaît. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que ça a été très compliqué. C'est pour ça qu'il y a un second webinaire qui est organisé aujourd'hui. Un premier webinaire, vous avez promis un deuxième. Pourquoi, Raphaël? Dis-nous en plus. Écoute, Anthony, c'est vraiment un contexte qui est inédit d'ailleurs sous la Ve République. On le voit là avec ses gouvernements, ses successions, ses votes de censure. D'abord Barnier, ensuite Bayrou. On le voit ici à l'écran et qui a fait que les tumultes politiques ont fait qu'aujourd'hui on s'est retrouvé avec des premiers échanges sur la fiscalité en fin d'année 2024 et puis finalement avec le gouvernement Bayrou une loi de finances qui n'a pas retenu la censure, hein, puisque le gouvernement Bayrou a suffisamment, je dirais, et ce sont les joutes politiques, hein, mais le gouvernement Bayrou a trouvé des solutions pour pouvoir rassembler le plus grand nombre de députés autour de cette loi de finances. Et on le voit, le truchement, enfin, je ne vais pas les passer en revue, mais le truchement de ces différentes étapes, l'adoption, effectivement, de la loi de finances, en tout cas en février 2025. Et on va le voir, tu vas le voir, Anthony, on va le voir ensemble, mais des choses qui sont applicables dès le 1er janvier. Et ça, c'est une nouveauté, Anthony, parce qu'en général, les lois de finances étaient votées fin d'année et applicables au 1er janvier. Là, c'est dès le 1er mars, pardon, je dis 1er janvier, dès le 1er mars, on va avoir des choses qui seront applicables donc immédiatement. Merci Raphaël. Pour parler plus concrètement, on va rentrer sur la première partie qui concerne finalement les taxes à l'immatriculation. On va parler d'un premier point. C'est pas la destination des prochaines vacances de Raphaël que vous voyez sur la droite. On va parler des certificats d'immatriculation. Alors, écoute, Anthony, inutile de pratiquer sur moi la palpation. Je vais tout sortir de mon chapeau. Ne t'inquiète pas, tu verras. J'espère en tout cas avoir toutes les réponses pour toi et pour nos auditeurs. Certificat d'immatriculation. Une première chose, il faut on le place dans notre webinaire sur la fiscalité. Pour autant, c'est quelque chose qui n'est pas lié à la loi de finances. Les certificats d'immatriculation sont emportés directement par les régions. Ce qu'il faut noter, on peut noter deux grandes choses. La première chose, c'est effectivement la fin de l'exonération pour les véhicules hybrides. Donc ça, c'est ce qu'on peut noter de vraiment significatif. Et puis aussi, vous voyez, parmi les différents taux que vous voyez sur cet écran, on peut noter que les Hauts-de-France, notamment, eh bien, on sont passés à 42 euros dès le 1er mars, donc c'était aussi une des nouveautés. C'est pas forcément, faut pas s'attendre à ce que ça baisse, hein, Anthony. Très clair, Raphaël. Concernant ce qui change pas énormément, ou voire pas du tout, ça va être le bonus, il me semble, Raphaël. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Anthony, est-ce que tu sais compter? Oui, jusqu'à présent. Alors, je vais te poser une opération qui est assez difficile. 0 plus 0, Anthony. C'est Zéro. égal à combien? Eh ben voilà, tu vois, en fait, tu as bien résumé ce slide. Oui, en fait, le leasing social en 2024 a emporté quasiment toute l'enveloppe du bonus. Et c'est en 2025, mécaniquement, comme on a perdu le bonus en 2024, on le perd en 2025. On perd aussi la prime à la conversion. Et effectivement, en 2024, on avait encore le bonus sur les véhicules utilitaires. On ne l'a plus du tout. Et on a mis aussi les 2-3 rues. Mais effectivement, ici, c'est terminé. Et très honnêtement, Anthony, moi, je pense que c'est terminé pour longtemps, voire définitivement, hein. Oui, oui, non, là-dessus, on est d'accord. Bon, pour le bonus, pardon, on l'a compris, c'est terminé. Mais par contre, il y a un autre élément de la fiscalité qui, lui, va continuer et continuera d'évoluer, c'est le malus écologique. Oui, Anthony, et le malus écologique, alors, une nouveauté, c'est que, à l'instar des taxes sur l'émission de CO2 qu'on verra tout à l'heure, le malus, en tout cas, les 3 prochaines grilles sont emportées dans la loi de finances 2025. Donc, c'est ça qu'il faut noter. Et là, on va s'attacher à regarder le malus 2025, justement. Puis on verra après, effectivement, les prochaines années. Eh ben, ça, par contre, ce qui n'est pas une nouveauté, c'est que tous les ans, le malus, le seuil perd 5 grammes. Et ben là, 2025 ne fait pas défaut. On perd encore 5 grammes. On arrive de 118 à 113 grammes en déclenchement, en premier seuil de déclenchement. Deuxième nouveauté, comme on le voit à l'écran, le malus maximum, hein. Alors le malus, petite précision, Anthony, on va le décomposer en deux choses, hein. Il y a la taxe CO2, enfin le malus CO2 et le taxe à la masse. En l'occurrence, là, on voit que sur, encore une fois, le malus CO2, on perdait 5 grammes. Ce qu'on voit, c'est que tout compris, que ce soit la taxe à la masse ou le malus CO2, on ne peut pas dépasser 70 000 euros au-delà de 193 grammes de CO2. Donc ça, c'est le plafond. Ensuite, la taxe à la masse, elle ne change pas en 2025, Anthony. Elle reste toujours, le premier seuil de démarrage est à 1600 kg. Et donc 10 euros le kilo avec un barème progressif. Ensuite, ce qui est intéressant à remarquer, des choses qu'on avait déjà l'année dernière, c'est que, enfin, qu'on a d'ailleurs l'année dernière, mais aussi dans la première version en tout cas de la loi de finances intermédiaire, hein, qu'on a connue en janvier, c'est que non seulement on a un abattement sur les véhicules hybrides dont l'autonomie en mode tout électrique en ville est inférieure à 50 km, et bien sur la taxe à la masse, hein, puisque ça concerne que la taxe à la masse, on perd, enfin en tout cas, on a un abattement de 100 kg. Concrètement, un véhicule qui fait 1700 kg, et bien au final, avec cet abattement, fera 1600 kg. Un hybride qui a une autonomie en toute électrique en ville supérieure à 50 km, c'est ni plus ni moins les hybrides rechargeables, Anthony, hein. Ce sont ceux qui font en général entre 15 et 20 grammes de CO2. Eh bien, ces hybrides-là, qui sont quasiment souvent des hybrides rechargeables, ont un abattement de 200 kg. Les véhicules électriques sont pour le moment exonérés. On va voir que ça ne va pas durer. Et on a mis que les véhicules 8 places et plus, on a un abattement de 500 kg. Merci Raphaël. Il me semble que pour ce malus, et tu le disais tout à l'heure, on a une visibilité sur les prochaines années. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les années 2026 et 2027 notamment? Oui, Anthony, alors on le voit à l'écran maintenant, on a bien vu 2025, on va pas y revenir, mais effectivement, ce qu'il faut, ce que je me répète, mais la loi de finances 2025 emporte directement, c'est écrit dans la loi de finances, les grilles 2026-2027. On verra s'il n'y a pas des aménagements, mais sache ce que vous voyez à l'écran, ce que tu vois à l'écran, ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qui est prévu et ce qui est écrit dans la loi de finances. Ça, j'insiste vraiment. Première chose, on voit qu'en 2026, on perd encore 5 grammes dans le malus CO2 puisqu'on passe de 113 à 108. Et puis même chose en 2027, on passe à 103. Donc on perd 5 grammes donc graduellement. Le plafond, Anthony, il était à 70 000 euros en 2025, 80 000 euros en 2026, 90 000 euros en 2027. Alors toi, Anthony, on sait que tu roules en Bugatti Chiron. C'est pas un problème pour toi, mais pour le commun des mortels qui veut une petite sportive, c'est terminé, hein. C'est terminé les petites sportives. La taxe à la masse, ce qu'il faut noter, ce qui est singulier, c'est qu'en 2026, on le voit, on perd 100 kilos de démarrage. Donc en fait, on perd de 1600, on va à 1500 kilos de seuil de déclenchement. Ça, c'est la nouveauté 2026. Et en 2027, ça ne change pas. On restera à 1500 kilos. Ce qui est très important à noter, c'est le côté véhicule électrique. Ce qui est prévu dans la loi de finances 2025, c'est qu'en
En fait, c'est en mi-2026, on aura un abattement de 600 kg pour ces véhicules électriques. Donc concrètement, les véhicules électriques seront aussi taxés, en l'occurrence, sur la masse. Alors, ça veut dire, comme il y a un abattement de 600 kg, c'est à partir d'un véhicule de 2 tonnes une, de 2100 kg, qu'il sera taxé. Dernière chose, je dirais que pour les véhicules, aujourd'hui, je ne sais pas si tu connais bien ce qu'on appelle les MHEV, les 1000 hybrides, ces véhicules start and stop qui ont un petit moteur électrique qu'on dit 48 volts. Eh bien, ces véhicules électriques 48, enfin ces véhicules avec un petit moteur électrique 48 volts, jusqu'à présent étaient considérés comme des hybrides de moins 50 km, donc ont un abattement de 100 kg. En 2027, ils seront exclus du dispositif puisqu'il faudra que le moteur électrique soit supérieur égal à 30 kW. Est-ce que ça te va, Anthony? Écoute, c'est très clair et je pense que pour vraiment imager tout cela et faire comprendre à ceux qui sont présents avec nous sur ce webinaire quels sont les impacts, on va prendre des exemples concrets. Comme on avait pu le faire le 30 janvier lors de notre premier webinaire, on a sélectionné 4 véhicules représentatifs des flottes d'entreprises aujourd'hui. Donc avec premièrement pour une petite électrique citadine, la Renault R5, un PHEV donc hybride rechargeable, le X3 30E donc SUV, un diesel, donc 308 breaks, et enfin une essence avec le Toyota, qui lui sera un hybride non rechargeable, donc, comme tu le disais, Raphaël. Si on regarde aujourd'hui pour la Renault R5, que ce soit malus CO2 ou taxe à la masse, l'impact il est de zéro, que ce soit de 2025 à 2027. Ça, on n'a pas de souci là-dessus. Pour le malus CO2, aujourd'hui, malgré l'abaissement de la grille, on n'arrive pas jusqu'à 26 grammes. Donc sur les 3 années, pas de souci. Pour la taxe à la masse, par contre, malgré la baisse de l'abattement en fait sur le poids en ordre de marche du véhicule, on voit qu'il y a un impact significatif. De 1 965 € à 2025, on passe à 4 775 en 2026 et ce montant-là sera impacté également en 2027. Pour le diesel, donc lui qui est plutôt dans la catégorie, comme tu disais, MHEV avec une petite batterie, lui son impact il va plutôt être sur le CO2 parce qu'il va avoir un CO2 à 129 et on voit que à partir de 2025, dès cette année, on va avoir un impact qui va être croissant jusqu'à 2027. Et enfin l'essence, donc les véhicules hybrides non rechargeables qui pour le coup font moins de 50 km, là c'est le cas pour ce Toyota CHR, on va avoir un impact qui va être nul, sauf pour le malus, à partir de 2027, où on aura 100 € qui sera facturé à l'immatriculation pour ce véhicule. Clair pour toi, Raphaël? Merci, Anthony. Je pense que maintenant, il est temps de passer à notre chapitre, n'est-ce pas? Exactement. On a vu sur cette première partie les taxes à l'immatriculation du véhicule. Donc vraiment, lorsque le véhicule est immatriculé et que vous avez la carte grise qui est créée et émise. Maintenant, on va voir les taxes pendant la vie du véhicule. Et on va commencer d'abord avec un des éléments de ces taxes qui ne changent pas, c'est l'amortissement non déductible et la TVA. Oui, tout à fait, Anthony. Et ces taxes, comme tu l'as expliqué, tout à l'heure, on a vu les taxes, on va dire one shot. Maintenant, ce sont les taxes qui sont effectivement mensuelles, annuelles à la vie du véhicule. Oui, tu as raison, aucun changement. D'ailleurs, ça fait pas mal de temps qu'il n'y a aucun changement sur ces deux postes qu'on voit à l'écran, à savoir les amortissements non déductibles et la TVA. On le voit sur les amortissements non déductibles, là, on a toujours les mêmes seuils, hein, en tout cas les limites d'acquisition, hein, qui sont toujours là, qui n'ont pas changé et qui sont bien entendu plus favorables pour les véhicules qui émettent le moins. Pour la TVA, juste un petit rappel, hein, on peut récupérer la TVA sur différents postes et selon certains véhicules, différents postes, loyer, péage, parking, etc. Et selon qu'on soit un VP, VU ou motoscooter. Donc ça, Anthony, ça ne change pas du tout. Écoute, c'est parfait, Raphaël. Si ça change pas, j'ai envie de te dire que ça a peut-être un peu un effet aphrodisiaque si la fiscalité change pas. C'est parfait. Par contre, un côté moins sympa, je pense, c'est la taxe CO2. Il me semble que on a des éléments qui évoluent de ce côté-là. Oui, Anthony, et on l'a déjà dit, rappelle-toi, dans notre webinaire de janvier, en fait, les véhicules hybrides rechargeables un peu sont dans le viseur, hein, en tout cas du gouvernement, puisqu'on sait très bien que ces véhicules rechargeables, on les recharge rarement. Et comme tu le vois, ben, en 2024, ces véhicules rechargeables, eh bien, ils étaient exonérés définitivement s'ils faisaient moins de 60 grammes de CO2. En 2025, ce qui est vraiment nouveau, c'est que ces véhicules rechargeables moins de 60 grammes de CO2, c'était les rechargeables essence, hein, uniquement. Moins de 60 grammes de CO2 étaient exonérés définitivement et ceux de moins de 120 grammes étaient exonérés temporairement
En 2025, c'est terminé. Non seulement, Anthony, il n'y a plus d'exonération pour les nouveaux véhicules qui seraient bien à la route, mais nouveauté, c'est que même pour les véhicules déjà à la route, eh bien, en fait, ils vont être, on va appliquer cette taxe dès 2025. Alors, elle va être limitée, hein, parce que c'est des véhicules qui font entre 15 et 20 grammes de CO2, donc c'est limité. Mais voilà, on en est là. Autre chose, Anthony, comme on le voit tous à l'écran, eh bien, la base de déclenchement qui était à 20 grammes en 2024 passe à 15 grammes en 2025, Anthony. Écoute, c'est très clair. Et tout comme pour le malus qu'on a vu précédemment, on a aussi une visibilité sur les prochaines années. Et je Oui. pense que tu peux nous en dire plus, Raphaël. Exactement, Anthony. En fait, on a exactement en fait la même mécanique pour le malus, à savoir que dans la loi de finances, cette fois-ci 2024, celle qui a été votée fin 2023, eh bien, la loi de finances 2024 a emporté les grilles 2024, 25, 26 et 27. On les voit à l'écran. Donc ça, c'était déjà inscrit dans la loi de finances 2024 et on le voit en gras en fait la première ligne qui explique que progressivement, eh bien, on s'approche allez, je veux dire, du déclenchement dès le premier gramme. On voit qu'en 2025, eh bien, ce sont les véhicules entre 10 et 50 grammes qui commencent à être taxés à 1 euro. En 2026, on passe à 5 grammes hein, comme premier seuil. Et en 2027, Anthony, eh bien, dès 1 gramme, tu seras taxé. C'est la suite logique, hein, Anthony. Hein. Oui, non, non, mais on voit clairement aujourd'hui qu'il y a une volonté, en fait, il y a personne qui est exclu aujourd'hui, qu'on soit électrique ou pas, l'ensemble des véhicules seront impactés d'une manière ou d'une autre, et on voit que c'est vraiment des véhicules comme des petites citadines. On le verra plus loin aussi quand on parlera davantage en nature. On va plus loin dans cette démarche de certains véhicules seront identifiés comme très verts et d'autres non. La taxe sur polluants atmosphériques, pour le coup, elle évolue pas. C'est un peu comme l'AND TVA, ça ne bouge pas, Raphaël. Non, et je vais apporter, je pense qu'on a un petit peu, je vais prendre un petit peu de temps pour t'expliquer les choses, Anthony. Cette taxe qui était à l'époque de 20 euros sur les essences et assimilée et 40 euros sur le diesel est passée effectivement en 2024 à 100 euros par an pour l'essence assimilée et 500 euros pour 500 euros pour les diesels. Alors un petit peu d'explication. Alors toujours 0 euros pour les électriques ou hydrogène. Hein. Les zéro émission, 0 euros. En revanche, un petit peu d'explication, sachant que quand on lit le texte de loi initial donc de 2024, on dit que ce sont les Euro 5 ou les Euro 6, hein, les moteurs Euro 5, Euro 6, qui sont à 100 euros par an. Et on se dit, bah, très bien, parce que tous les véhicules récents sont Euro 5, Euro 6. Sauf que quand on lit bien le texte de loi, il est marqué, sont considérés les véhicules, en fait, Euro 5, enfin en tout cas, à 100 euros par an, donc Euro 5, Euro 6, uniquement les véhicules à allumage commandé. Un allumage commandé, Anthony, toi qui es un roi de la mécanique, c'est effectivement un allumage par bougie, à la différence d'un allumage par compression, qui est un allumage en fait, comme le diesel. Donc, tout ce qui est essence, allumage commandé par bougie, 100 euros. Tout ce qui est diesel, allumage par compression, 500 euros. Écoute, Et je crois que ça rappelle. oui, Oui, dis-moi, Raphaël. ouais, je crois que maintenant, ce serait peut-être pas mal que tu nous donnes quelques exemples, justement, pour qu'on mette ça en perspective avec les modèles que tu nous as présentés tout à l'heure, Anthony. C'est ça, ton rappel technique nous fait du bien, ça nous rappelle ce qu'était l'automobile avant. Merci, merci, je te remercie, Anthony. Pour les exemples, on reprend nos cas de véhicules représentatifs et on va regarder vraiment sur la partie taxe CO2 et taxe polluant. Bon, clairement, la Renault R5, pas de secret, pas de surprise, j'ai envie de dire, on reste à 0 euros. Pour l'hybride rechargeable, on voit, on a vu, tu le disais, le seuil il se rapproche de plus en plus de 0 grammes. Et donc là, dès 2025, on commence à 17 euros, puis ça monte crescendo. Pour la taxe polluant, pour le coup, elle est assez stable. On l'a dit, essence 100 euros. Donc là, on a le Toyota CHR et le X3 qui sont à 100 euros. Quand le 308 break, de son côté, lui, est à 500 euros. Par contre, pour le 308 break, c'est là où vraiment l'impact est important, c'est sur la partie taxe CO2. Donc, on le rappelle, ces deux taxes, vous devez les payer chaque année. Par rapport à un malus qui est facturé donc vraiment à l'immatriculation, là, c'est des taxes que vous allez payer chaque année. Donc, son impact est forcément plus important parce que chaque année, vous allez devoir vous acquitter de ces différentes taxes. On va faire une petite synthèse pour voir finalement sur l'évolution de ces 3 années, quel est l'impact et finalement quelle est la place de ces différents véhicules-là.
Bon, si on fait un état des lieux, on voit tout d'abord que le X3, donc hybride rechargeable, lui voit le malus, son impact sur le malus monter crescendo, tandis que les taxes annuelles restent limitées. Donc en fait, son coût annuel sera limité, mais à l'immatriculation, ça va vous coûter assez cher. Pour le 308 break, lui, à l'immatriculation, finalement, ça vous coûtera cher, mais moins que l'hybride rechargeable. Par contre, les taxes annuelles, chaque année, vous coûteront assez cher. Pour le Toyota CHR, lui, à l'immatriculation, ça vous coûtera moins cher et ça augmentera légèrement à partir de 2027, mais les taxes annuelles auront un certain coût toujours moins important que pour le diesel, le 308 break. Pour le BEV, aujourd'hui, le Renault R5, que ce soit en 2025 ou en 2027, pas d'impact. C'est donc un véhicule idéal aujourd'hui pour les flottes d'entreprise. Mais j'ai envie de dire pour les flottes d'entreprise, mais pas uniquement, parce que ce sera aussi un avantage pour les collaborateurs, notamment avec l'évolution de l'avantage en nature. Raphaël, si tu peux nous en dire Exactement. plus sur la nouvelle réforme. Oh là là, alors là, il faut vraiment s'accrocher, Anthony, parce que ça devient compliqué. Il faut non seulement effectivement les choses se durcissent, mais également il y a des nouveaux critères qui rentrent en jeu comme l'éco-score, et ça vient durcir vraiment cette en tout cas ces avantages en nature. Pour te l'expliquer, pour nous l'expliquer, que ce soit entre nous aussi pour nos auditeurs, il faut comprendre que on a déjà on a quatre possibilités, on va dire. On a soit on part du base de coût de location qu'on voit dans la première colonne, ou soit base prix d'achat. Et on voit que en fait, les pourcentages sont différents. On peut aussi, et vous le voyez par contre à l'horizontale, on voit qu'on a l'entreprise peut prendre ou non le carburant à des fins personnelles. Donc c'est pour ça, vous voyez que c'est un tableau effectivement à petits ordonnées qui paraît un peu compliqué, mais c'est la réalité, Anthony, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. On va, on va, on va commencer effectivement par le basse coût de location. Basse coût de location, c'est effectivement la location du véhicule avec les services attenants. On voyait que jusqu'au 31 janvier, eh bien, si l'entreprise ne prend pas en charge le carburant à des fins privées, eh bien, on passe de 30% à 50% en fait d'avantage en nature sur ce loyer. Si en revanche l'entreprise prend en charge le carburant, eh bien on passe aujourd'hui c'était 40, enfin aujourd'hui, avant le 1er février c'était 40%, maintenant on passe à 67%, qui est vraiment une augmentation significative. Si on regarde la base prix d'achat, TTC remisé, donc tous ces véhicules-là, on va dire que ce sont les véhicules qui ne sont pas des véhicules zéro émission, pas des véhicules électriques. Hein. Donc c'est vraiment ces bases d'avantage de nature qu'on voit à l'écran. Eh bien, base prix d'achat, avant le 1er février, si l'employeur ne prend pas le carburant, c'était 9%, on bondit à 15% à partir du 1er février. Si, toujours maintenant en base d'achat, si l'employeur prend le carburant, on passe de 12 à 20%. C'est un sacré bond en avant, Anthony. Et ce qu'il faut noter également, c'est que pour les véhicules électriques, il y avait jusqu'au 31 janvier, on avait un abattement de 50%, hein, avec un plafond à 2000,30 euros par an. Cet abattement est porté depuis le 1er février à 70%, mais attention, limité à 4 582 euros. Bon, jusque-là, tout va bien. Mais ce qu'il faut noter, c'est vraiment une nouveauté qui complexifie le modèle, c'est que maintenant, les modèles doivent être absolument éco-scorés. On va le voir juste après, qu'est-ce que l'éco-score, mais ça vient effectivement complexifier les choses. C'est concrètement, un véhicule électrique qui n'a pas un éco-score ne sera pas éligible, et Anthony, ne sera pas éligible à l'abattement, et donc Anthony, il se retrouvera dans la grille qu'on a vue avant d'un véhicule thermique classique. Tout à fait. Je me permets de le rappeler, mais c'est important. On parle bien de mise à disposition à partir du 1er février. C'est-à-dire que Oui, si vous avez récupéré un véhicule avant le 1er février, votre avantage en nature ne sera pas recalculé sur cette nouvelle base-là. Par contre, si vous avez récupéré un véhicule après le 1er février, votre entreprise doit recalculer l'avantage en nature sur cette nouvelle base-là. Et ça va être hyper important aujourd'hui dans vos choix et dans vos perspectives et comment vous allez gérer aujourd'hui votre véhicule de fonction et votre mobilité, que ce soit pour vos collaborateurs si vous êtes un gestionnaire de parc ou si aujourd'hui vous êtes un client conducteur. Est-ce que en fait tu peux nous en dire plus sur l'éco-score? Quels sont les éléments qui vont être pris en compte? Comment est-ce que ça va impacter? Comment est-ce qu'on décide finalement de quel véhicule est éco-scoré ou pas?
Tout à fait. Merci, d'abord, merci Anthony d'avoir, effectivement, je voulais faire ce point, mais tu l'as fait à ma place et c'est très bien de l'avoir rappelé. Juste une chose, quand on dit de mise à disposition, c'est pas l'immatriculation, hein. C'est bien la mise à disposition, comme tu l'as souligné, merci Anthony. Un véhicule peut être immatriculé en janvier et on se dit, bah non, c'est bon, l'immatricule en janvier. Non, non, mais si j'en ai pris livraison, si j'en ai pris, s'il était mis à disposition en février, je suis impacté. Et comme tu l'as dit, Anthony, effectivement, cela ne concerne que les futurs mises à disposition, pas les véhicules qu'on a eu avant le 1er février. Alors, ce score environnemental qui vient complexifier les choses, Anthony, effectivement, on le voit, on en a fait un résumé ici. Concrètement, c'est un score qui prend en compte ce qui est à l'écran. C'est l'approvisionnement en matières premières, c'est l'assemblage du véhicule, c'est le poids, la production de la batterie, les composants de la batterie, mais surtout le transport du véhicule jusqu'à son point de vente final. Et là, on voit, tu vois Anthony, on voit tous que les véhicules qui sont des productions lointaines, allez, oserais-je le mot asiatique, hein, ou même américaine, mais asiatique, mécaniquement, si on prend un véhicule loin, il est mécaniquement exclu de ce score environnemental. Ce qui est important aussi à noter, c'est qu'il y a un site qui est vous le voyez à l'écran, qui est le site de l'ADEME, qui permet de voir un peu quels sont les véhicules éco-scorés. Attention, petite précision Anthony, mais qu'il faut, je pense, donner à nos auditeurs, c'est que c'est pas parce que vous allez prendre un modèle précis, vous allez acheter un modèle précis, que ce modèle, vous pouvez avoir dans la même concession, le modèle qui est éco-scoré et à côté, le même modèle qui n'a pas d'éco-score. Et comment c'est possible? Simplement parce que vous pouvez très bien avoir une production qui est fabriquée, je vais prendre un exemple, en Chine, et puis du jour au lendemain, ce même modèle est produit en France. Eh bien, dans ces cas-là, vous pouvez voir côte à côte un modèle qui sera éco-scoré et le même modèle, qui est vraiment en tout point, mais comme il a été fabriqué beaucoup plus loin, ne sera pas éco-scoré. Donc ça, c'est important à noter. C'est pour ça que dans le site de l'ADEME, ce qu'on voit, ce sont ce qu'on appelle les TVV, ce sont en fait des codes de véhicules, mais ce n'est pas lié au modèle, c'est vraiment lié à la fabrication du véhicule. Et c'est pour ça qu'un même véhicule peut avoir un éco-score et après, non. Sachant qu'aussi, dernière chose, Anthony, les dossiers, bien entendu, les constructeurs en ce moment, bien, ils font tout, enfin, ils font tout pour pouvoir apporter, enfin en tout cas proposer les dossiers à l'ADEME pour leurs véhicules électriques, pour que justement ils puissent bénéficier de ce score environnemental qui de mémoire est de mémoire qui est au moins de 60 points, mais malheureusement ça prend du temps, Anthony. C'est que je suis constructeur, je dépose un ou plusieurs dossiers pour un ou plusieurs véhicules, bah je l'ai pas dans la semaine, hein, ça peut prendre jusqu'à 6 mois voire plus, Anthony. Mais je crois d'ailleurs que pareil, puisque là on a parlé effectivement d'éco-score et d'avantages nature. Maintenant, je pense qu'il est temps que tu nous montres un peu quelques exemples, n'est-ce pas? Exactement, on a cité beaucoup de pourcentages. Ça peut faire beaucoup, donc on a essayé de vous synthétiser de la meilleure façon possible. En fait, là, vous allez avoir sur les deux premières lignes la base coût de location, avec en bleu assez flash les entreprises qui mettent à disposition sans prise en charge de carburant, et ensuite sur la deuxième ligne avec prise en charge du carburant. Sur les deux dernières lignes, ça va être la même dynamique, mais sur la base prix d'achat TTC remisé. OK? Donc, pour vous montrer clairement l'évolution de avant et après le 1er février 2025 pour la mise à disposition, on passe par exemple sur le X3 de 180 euros d'avantage en nature à 300. Avec prise en charge carburant, on passe de 240 à 402. Finalement, c'est les fameux 30 à 50% et 40 à 67%. Donc, c'est vraiment cette évolution-là qui est mise en avant. Pour la partie prix d'achat remisé, on passe de 462 à 771. Donc là, on passe de 9 à 15%. On passe de 616 à 1028 euros. Donc, on passe de 12 à 20%. Si on prend la Tesla Model 3, donc je le fais dans le désordre volontairement, pourquoi? Parce qu'on voit que ce véhicule n'a pas la petite pastille verte, c'est-à-dire qu'il n'est pas éco-scoré, comme tu le citais précédemment, Raphaël, et on voit son avantage nature passer de 75 à 250 euros. C'est-à-dire qu'à 75, il avait sur l'ancienne fiscalité un abattement de 50%. Là, il passe sur un avantage en nature comme si on était sur un véhicule thermique, c'est-à-dire qu'il perd tout abattement. On passe sur la partie coût de location avec prise en charge carburant de 100 à 335 euros. En fait, on fait plus de fois 3 parce que pareil, il perd cet abattement. Et pour la partie prix d'achat TTC remisé, sur cette base-là, ça va être pareil. On passe de 160 à 534 et ainsi de suite parce qu'on perd cet abattement-là. Pour le 3008, notre dernier exemple qui lui est éco-scoré,
on voit que les montants ne changent pas. Pourquoi? Parce qu'on a toujours cette évolution. Donc on passe de 30 à 50, on passe de 40 à 67, de 9 à 15. Donc ces pourcentages évoluent bien. Par contre, lui, l'abattement, il passe de 50% à 70%. Donc en fait, dans nos calculs, ça fait que finalement, l'avantage en nature, grâce à l'évolution, est ISO, même si le pourcentage augmente. Et vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que les montants sont les mêmes entre sans et avec prise en charge carburant? Ça, pour le coup, on garde en fait un avantage qui était sur les véhicules, sur tous les véhicules électriques, mais il est focus uniquement sur les véhicules éco-scorés, c'est-à-dire que la prise en charge carburant, qu'elle est inclue ou non, elle est entre guillemets offerte et l'avantage en nature reste sur la base de sans prise en charge de carburant pour la société. Est-ce que c'est clair pour toi, Raphaël? Tu sais quelle voiture tu vas choisir? Écoute, c'est très clair pour moi, et effectivement, mais je doute encore, hein, très honnêtement, avec cette nouvelle réglementation. En parlant de réglementation, il y a une loi qui va nous orienter, j'ai envie de dire, parce que elle évolue. C'est les fameux changements de la LOM qui sont arrivés avec cette nouvelle loi de finances. Et pour rappel, qu'est-ce que la LOM? La LOM, elle est arrivée en 2019, n'est-ce pas, Raphaël? Pour le coup, elle est arrivée avec des grands principes avec pour objectif de euh, créer un cadre aux entreprises sur la mobilité des collaborateurs. Donc, elle a d'abord instauré un quota de véhicules à faible émission. Donc, on a vu d'abord les critères d'éligibilité évoluer en fonction des entreprises. Aujourd'hui, on est sur des entreprises de plus de 50 collaborateurs et une flotte de plus de 100 véhicules en dessous de 3 tonnes 5. Elle a mis en place l'obligation d'installer des bornes de recharge sur les parkings d'entreprise. On sait aujourd'hui que on doit avoir 5% des places sur le parking d'entreprise qui doivent être électrifiées, c'est-à-dire qu'on doit avoir une borne de recharge tous les tranches de 20 places. Globalement, c'est ça qui est aujourd'hui imposé par la LOM. Ensuite, on a mis en place de plans de mobilité d'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise doit analyser quelles sont les possibilités autour du lieu et aussi par rapport au poste du collaborateur, les possibilités de mobilité. Le collaborateur doit savoir comment est-ce qu'il peut se déplacer pour réussir et accomplir ses missions finalement. Et enfin, il y a les respects des limitations de circulation dans les ZFE. Les ZFE évoluent énormément. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est aujourd'hui une critère 1 peut aller à Paris, une critère 2, ça va dépendre des pics de pollution, une critère 3 ne peut plus y aller. Je vulgarise parce qu'aujourd'hui, il y a des plannings en fonction des villes, mais globalement, il faut que l'entreprise, avec la LOM, soit au courant qu'aujourd'hui, le collaborateur doit avoir un véhicule adapté en fonction de ses déplacements. On sait que la trajectoire est assouplie à partir de 2025. Ça, on va dire que c'est un côté un peu avantageux. Raphaël, est-ce que tu peux nous montrer à quel point elle est souple? Je ne sais pas si elle est aussi souple que toi, mais tu vas nous en dire plus. Écoute, c'est aussi souple que moi. Invite-moi à jouer au football, tu verras que je suis vachement souple. Et que tu verras comme mes reprises de volée, tu verras font mouche à chaque fois. Oui, effectivement, plus sérieusement, euh, oui, en fait, c'est un peu un leurre. Oui, la souplesse, parce qu'on on le voit, tu as raison, Anthony. On voit que ici, on est toujours sur les quotas, ce qu'on appelle des VFE. Les VFE, ce sont les véhicules à faible émission. Et donc, ces véhicules, en fait, ce sont des véhicules de moins de 50 grammes de CO2. Et si on regarde, allez, avant le 1er mars, on avait en 2024, il fallait il y ait un quota de commandes de 20% en 2024, 40% en 2027, 70% en 2030. Donc on se dit, bon, quand on regarde à droite, après le 1er mars, ben, finalement, en 2025, il faut 15%, donc moins qu'en 2024 à gauche. Et puis, on voit qu'en 2027, qu'on n'est qu'à 27%, alors que 40% à gauche. Et en 2030, 48%, alors que 70% à gauche. Ça paraît mieux, sauf qu'il faut noter plusieurs choses. La première, c'est que on n'est plus sur des quotas en tout cas, de commandes. Donc, en l'occurrence, on est sur les immatriculations. Donc là, on est sur la flotte. On va le voir après, on a un exemple, enfin, on va essayer de schématiser. Mais surtout, Anthony, c'est que maintenant, à l'époque, il n'y avait pas de pénalité, maintenant, il y a des pénalités. Donc moi, j'ai envie de dire que nos députés ont peut-être admis que comme il y avait des pénalités, on allait peut-être adoucir la pente. C'est comme ça que je le vois, Anthony. Mais pour autant, maintenant qu'il y a des pénalités, il faut s'y mettre. Faut vraiment pas perdre du temps. C'est clair, Raphaël. Je pense que le message est passé et on a d'ailleurs quelque chose d'assez incitatif qui s'appelle d'ailleurs la taxe annuelle incitative. Euh, Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que ça se formule, Raphaël?
Oui, en fait, Anthony, c'est exactement, tu as vu, on parlait de pénalité, ben là voilà, en fait, cette pénalité s'appelle la TAI, hein, la taxe annuelle incitative. Je vous rappelle également qu'il faut faire les déclarations jusqu'à présent, enfin, on verra si ça change l'année prochaine, mais il faut faire les déclarations sur data.gouv.fr avant le 30 septembre de l'année plus 1, de l'année suivante. Donc le 30 septembre 2026 pour la flotte 2025. En fait, la mécanique, elle est un petit peu, elle est pas mal faite, faut être honnête, hein. Alors évidemment, c'est une pénalité, mais elle est pas mal faite. En fait, cette TAI va s'appliquer, bien entendu, on l'a vu, tu l'as rappelé, mais aux flottes de plus de 100 véhicules, donc ça ne change pas. Elle est basée sur deux grands paramètres. D'abord, la situation de la flotte, d'électrification de la flotte à l'instant T. Concrètement, ce qui d'ailleurs c'est pas mal fait, c'est qu'on regarde déjà si la flotte est plutôt bien électrifiée ou pas. Et puis on va aussi tenir compte du nombre de véhicules immatriculés en plus. Donc en fait, c'est un petit peu les deux qui viennent déterminer ou pas le déclenchement de pénalité. Et je pense qu'on va le voir juste après avec un exemple. Alors un exemple très schématique, mais qui va on va essayer de vous expliquer comment fonctionne cette TAI. Alors, on va prendre l'exemple d'une flotte de 200 véhicules, hein, en 2025. Et donc, en 2025, rappelez-vous, elle doit être soumise à 15% d'obligation de verdissement. Donc, concrètement, c'est de véhicules à faible émission, inférieur ou égal à 50 grammes de CO2. Et donc, ça veut dire que 15% mathématiquement, comme Anthony est très fort, il sait que 15% de 200, c'est 30 véhicules. Donc, on a pris trois cas. On va prendre le premier cas où effectivement on a sur ces 200 véhicules, eh bien, il y a 20 véhicules qui sont déjà des véhicules à faible émission. Donc, vous avez fait le calcul vous-même, hein, 20 véhicules, il en manque 10 hein, concrètement pour pouvoir arriver à ces 30 véhicules. Eh bien, si dans le premier cas à gauche, si on immatricule 12 véhicules, mais qui ont fait plus de 50 grammes de CO2, eh bien, on aura des pénalités, Anthony, puisque on est en dessous des 30 et on a immatriculé que des véhicules, en tout cas, qui ne sont pas à faible émission. Dans le deuxième cas, le cas 00 qu'on voit là en colonne, eh bien, c'est le cas, on est toujours à 20 véhicules, mais Anthony, eh bien, en 2025, je n'ai pas immatriculé de véhicules du tout. Donc, eh bien, dans la formule, on ne l'a pas mis à l'écran, mais dans la formule qui est là, eh bien, on s'aperçoit qu'on ne va rien payer. Puisque c'est vrai, on a un déficit, on n'est pas aux 30 véhicules, mais comme on n'est qu'à 20 véhicules, mais comme on n'a pas immatriculé de véhicules, on n'est pas pénalisé. Enfin, à droite, en couleur corail, on a le cas plus favorable où, en fait, toujours ce parc de 200 véhicules, eh bien, la part des véhicules à faible émission, donc de moins de 50 grammes, est déjà de 50 véhicules. Je vous rappelle que ce client a un objectif 2025 de 15%, donc 30 véhicules. Concrètement, ici, il est au-delà, il est déjà au-dessus. Donc concrètement, quel que soit le nombre de véhicules qu'il aura immatriculé, et le type de véhicule, eh bien, il ne paiera pas de pénalité parce qu'il est déjà en avance, Anthony. Est-ce que c'est plus clair ou pas? Est-ce que tu veux que je reprenne certains points? Écoute, pour moi, c'est très clair. C'est vrai qu'on n'a pas affiché la méthode de calcul qui est la formule qui est assez complexe, mais finalement, quand on multiplie quoi que ce soit par zéro, ça fait zéro. Tu as tout Euh, compris. mais, mais si on doit retenir en synthèse, qu'est-ce que ça donne, Raphaël? En fait, en synthèse, il faut pas perdre de temps, Anthony, parce que non seulement, eh bien, on peut se dire, je vais attendre l'année prochaine, j'ai un peu d'avance parce que mon parc il est plutôt vertueux, mais le parc est vertueux, oui, mais Anthony, mais sauf que les pénalités montent, 15%, enfin, en tout cas, la part de véhicules, non seulement les pénalités augmentent, mais la part de véhicules à faible émission, elle augmente aussi, 15, 18, 25, etc., jusqu'à 48%. Donc, il ne faut pas attendre. Et puis aussi, n'oublions pas que nos parlementaires sont des gens créatifs. Ils peuvent très bien aussi nous pondre quelque chose cette année ou l'année prochaine qui pourrait venir durcir encore davantage cette loi d'orientation des mobilités. Donc, il faut pas trop parier sur l'avenir, hein. Il vaut mieux tout de suite capitaliser sur le présent et prendre de l'avance et électrifier son parc le plus possible, Anthony. Tout à fait, et c'est vraiment aujourd'hui l'objet et la volonté d'Alphabet, avec notamment la cellule consulting dont tu fais partie, Raphaël, qui a pour objectif justement d'accompagner, de vous accompagner en tant qu'entreprise qui fournit de la mobilité à ses collaborateurs-là. On l'a vécu ces derniers mois, ont été hyper intenses, hyper volatiles, et il faut aujourd'hui se préparer. Il faut avoir une stratégie vis-à-vis de votre entreprise et vis-à-vis de la mobilité que vous allez fournir aux collaborateurs. Pour ça, nous, on a une approche
qui est en 8 étapes, qui permet vraiment de synthétiser et d'analyser l'ensemble de parcs et prendre des décisions et d'agir pour justement anticiper, comme le disait Raphaël. Le premier point, c'est de définir, c'est de comprendre dans quel contexte économique, social vous vous trouvez aujourd'hui en tant que fournisseur de mobilité pour vos collaborateurs. C'est en partie aujourd'hui ce qu'on fait, mais aujourd'hui, Raphaël et son équipe pourraient aller encore plus loin et accompagner vos gestionnaires et vos décisionnaires, car c'est eux finalement qui vont avoir la main pour être accompagnés ou non. Ensuite, le deuxième point, ça va être de sonder. Ça va être de sonder les conducteurs, de sonder les gestionnaires de parc, finalement, pour comprendre en fait qui est éligible à l'électrification ou pas, qui pense ne pas l'être, mais finalement a un profil qui peut être adapté à un véhicule hybride rechargeable ou électrique. C'est vraiment de sonder pour comprendre. Une fois qu'on a ces données-là, on va venir finalement les mettre en face de votre parc pour analyser, pour comprendre en fait finalement quels sont vos coûts, comment est-ce qu'on pourrait les optimiser, quelles sont les possibilités, les opportunités. Ça va être très important dans un contexte aussi volatile qu'aujourd'hui. Ensuite, la simulation, ça va être hyper important parce qu'aujourd'hui, on le voit, que ce soit pour l'avantage en nature, l'impact peut être double, voire triple. Il faut donc pouvoir simuler et voir quel va être l'impact, que ce soit pour aujourd'hui une entreprise au niveau des charges patronales ou encore un collaborateur au niveau de son assiette fiscale. On va aussi simuler au niveau de la capacité de recharge, de l'empreinte carbone. On peut aujourd'hui analyser un certain nombre d'éléments qui vont être importants dans cette fameuse stratégie dont je vous parlais avant. Ensuite, on va venir vous expliquer, vous donner l'ensemble des clés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de données, beaucoup de choses à prendre en compte. Vous l'avez vu aujourd'hui, ça va faire bientôt 40 minutes où on parle de fiscalité avec beaucoup de chiffres, des formules de calcul. Donc, il faut que vous ayez l'ensemble des clés, des données pour pouvoir aborder votre parc avec la meilleure stratégie possible. Ensuite, l'accompagnement avec la possibilité de pouvoir se recharger en itinérance, à domicile et aussi les différentes mobilités possibles pour les collaborateurs, pas uniquement un véhicule, mais aussi d'autres possibilités, opportunités qui pourraient s'offrir à eux. Ensuite, c'est maîtriser. Aujourd'hui, on l'a vu, si on n'analyse pas, on n'anticipe pas, on n'a pas la maîtrise des coûts, on n'a pas la maîtrise du parc, notamment vis-à-vis des différentes réglementations. Il faut donc pouvoir analyser et avoir l'ensemble des données en main, que ce soit via les outils digitaux dont on va vous mettre à disposition, comme aujourd'hui le portail 360, Fleet Reporting, le portail documentaire ou encore l'Alphabet App, pour vraiment maîtriser votre parc et les coûts qui vont vous être imposés. Et enfin, piloter. Piloter comme ce monsieur au volant, il est heureux, il a sourire parce qu'il a pu avoir une formation d'éco-conduite, notamment avec l'un de nos partenaires, Actua Formation, parce qu'on sait aujourd'hui, si vous prenez un véhicule hybride rechargeable, voire même électrique, vous n'allez pas avoir les performances attendues si vous le conduisez comme un véhicule thermique. Il faut s'adapter, il faut anticiper, et pour cela, il faut être accompagné. Et c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui avec ces 8 étapes-là, et notamment avec Raphaël. Écoute, Raphaël, sauf si tu as d'autres éléments à ajouter, on va passer aux 3 éléments à retenir. Eh ben écoute, moi j'ai rien à rajouter, c'était clair que comme de l'eau de roche, donc je te laisse continuer sur les 3 éléments à retenir, Anthony. Les 3 éléments à retenir, c'est dans la continuité de ce que je vous expliquais juste avant, ça va être anticiper, analyser et agir. Anticiper parce qu'on le voit, si vous anticipez vis-à-vis de la réglementation, la LOM, les différentes taxes à l'immatriculation ou pendant la vie du véhicule, vous allez pouvoir vous éviter des coûts importants, des mauvaises surprises. Il faut donc anticiper et s'informer un maximum. Qui dit s'informer dit aussi analyser. Il faut avoir cet esprit analytique vis-à-vis du contexte dans lequel vous êtes aujourd'hui, en menant une veille sur les différentes opportunités que vous allez avoir, parce qu'aujourd'hui on parle vraiment d'opportunités, opportunités d'effectuer des coûts, une réduction de coûts grâce à des véhicules éco-scorés, une opportunité vis-à-vis de la LOM qui évolue, l'assouplissement. Il y a beaucoup d'opportunités sur le marché et il faut vraiment analyser votre société aujourd'hui, votre parc, où est-ce qu'il se situe par rapport aux différentes réglementations et qu'est-ce qui va vous être imposé. Ensuite, agir. Malheureusement, Raphaël, on voit aujourd'hui beaucoup de sociétés se mettre en position attentiste finalement et se dire, je vais voir ce que ça va donner l'année prochaine, je vais attendre de voir ce que font les autres. Aujourd'hui,
il faut anticiper, analyser pour agir. Parce qu'en fait, c'est en mettant en place des actions, en mettant en place des plans de mobilité, en prenant des décisions, que vous allez pouvoir éviter des sanctions lourdes, éviter des coûts, des mauvaises surprises, que ce soit en termes de fiscalité ou de pénalité, comme on avait pu le voir sur la LOM et la taxe annuelle incitative. Écoutez, c'était un plaisir avec Raphaël d'aborder ces différents points. On va passer maintenant aux questions-réponses. Donc, on a vu qu'il y a pas mal de questions qui sont tombées. On va essayer d'en traiter un maximum dans le temps imparti. On va commencer avec la question de Rémi Raphaël. Est-ce que le tarif de la carte grise est lié à l'éco-score du véhicule électrique, par exemple Tesla Model 3? Alors, il ne faut pas parler trop fort. Si on commence à donner de mauvaises idées à nos parlementaires, non, heureusement. Alors, en l'occurrence, ce pas les parlementaires, ce sont les régions. Donc, non, non. La carte grise, pour l'instant, est vraiment liée, en fait, à l'énergie et à la puissance fiscale. Donc, non. Ma réponse est non. Pas Très clair. d'éco-score pour la carte grise. Très clair, Raphaël. On a une question maintenant d'Eléa, notamment sur la partie taxe à la masse, donc, qui fait partie finalement des taxes à l'immatriculation. Quand est-ce qu'elle s'applique et est-ce que c'est rétroactif sur le début d'année? Non, effectivement, c'est vraiment à l'immatriculation, hein. Je ne sais pas si tu te rappelles, Anthony, mais ça, toi, tu connais par cœur ce dossier, mais c'est une taxe à l'immatriculation. Donc, on va dire, excuse-moi, c'est anglicisme, mais one shot. Donc, concrètement, si je l'ai payé, enfin, c'est au moment de l'immatriculation que je paye la taxe en vigueur. Eh ben, si j'ai payé avant le 1er mars en tout cas, mon malus, eh bien, je ne vais pas le repayer ensuite, hein. Donc Très c'est clair. vraiment au moment de, en fait, la taxe est due et selon la fiscalité en vigueur. Et ces fiscalités, bah, si le véhicule était immatriculé avant le 1er mars, Anthony, il subira en fait la grille malus avant. Et s'il est immatriculé après le 1er mars, il subira la grille malus d'après le 1er mars. Merci, Raphaël. On a une question de Bernadette. Quand sont payées ces taxes au poids et émissions de CO2? Alors là, n'hésite pas à me couper, Raphaël, ou si tu veux ajouter des choses. Vas-y, Mais en tout vas-y. cas, taxe au poids, là, on parle vraiment du taxe à l'immatriculation. Donc, comme le disait juste avant Raphaël, c'est vraiment au moment de l'immatriculation. Ensuite, vous allez plus la payer sur la durée de vie du contrat. Émission de CO2, par contre, là, on est sur une taxe pendant la durée de vie du contrat. Donc là, vous allez, lorsque vous faites votre déclaration donc pour les taxes CO2 et polluants atmosphériques en début d'année, c'est à ce moment-là que vous allez devoir la régler. Donc là, Bernadette, pardon, vous parlez vraiment de deux taxes différentes. Donc taxe au poids à l'immatriculation et taxe émission de CO2 avec le polluant atmosphérique, qui est une taxe pendant la durée du contrat. Et bravo Angélique, j'allais dire qui a gagné la valise RTL. Non, on n'est pas là malheureusement. Mais Angélique, bravo, effectivement, il y a une coquille dans notre présentation. La taxe, en tout cas la taxe au poids pour les véhicules électriques en 2026, c'est au 1er juillet, pas au 1er mars. Effectivement, on a 3-4 mois de plus. Angélique, vous avez gagné le guide fiscalité en Oui, avance. exactement. Dédicacé par Anthony. Question de Sébastien. Pour l'exonération du malus, cela veut dire que les véhicules hybrides classiques, donc j'imagine hybrides non rechargeables, sont éligibles à l'abattement de 100 kg. Tout à fait, effectivement. Alors encore une fois, il faut introduire cette subtilité du fonctionnement en mode tout électrique en ville. Oui, un hybride classique, allez, je veux dire, je crois que 100% des hybrides classiques, Anthony, et donc Sébastien, sont des véhicules qui font moins de 50 km en tout électrique en ville, donc ils sont mécaniquement considérés d'ailleurs comme des micro-hybrides de 48 volts, et donc on n'a pas de 100 kg. Tout à fait, oui. C'est vrai qu'on a aujourd'hui quasiment aucun véhicule sur le marché en hybride non rechargeable qui fait plus de 50 km. Donc pour le moment, en tout cas, tant que la technologie n'a pas évolué, la question ne se pose pas. On a une nouvelle question d'Angélique qui nous demande si on peut confirmer que la taxe à la masse ne s'acquitte qu'une fois au moment de l'immatriculation. En effet, voilà, on l'a précisé sur d'autres questions, mais elle est vraiment au moment de l'immatriculation une seule fois. Alors, je vois aussi, alors attention, la taxe à la masse, n'oublions pas, hein, c'est une des composantes du malus. Donc, elle n'est pas dissociée, hein. Quand vous payez un malus, il comprend à la fois le malus CO2 et éventuellement le taxe à la masse. Ou alors, il y a pas vous avez un véhicule qui est en dessous des 113 grammes, et il n'y aura pas
de malus CO2, mais il peut avoir une taxe à la masse. Et je vois aussi Hervé pose la question des moteurs 136 chevaux ou 100 chevaux, etc. Attention, il faut bien vérifier que dans votre véhicule, est-ce que c'est un véhicule. Alors, la question effectivement d'Hervé, pardon, la question c'est de savoir si ces véhicules sont considérés comme des MHEV, des 48 volts. En fait, il faut bien vérifier en fait sur la carte grise quelle est la catégorie, mais c'est également, quand vous l'avez acheté, savoir s'il y a un petit moteur électrique 48 volts. S'il y a un petit moteur électrique 48 volts, eh bien pour l'instant, avant 2027, ils ont les 100 kilos d'abattement. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Dans tous les cas, si on répond pas bien à la question ou si on n'est Oui. pas assez clair, n'hésitez pas à nous écrire et on reviendra vers vous à la suite du webinaire pour vous préciser les éléments qui manqueraient. On a une question de Laetitia Raphaël concernant l'AEN. La prise en charge du carburant, c'est hors temps du travail. Oui, c'est ça. En fait, c'est le carburant à titre personnel. Donc concrètement, dans la première règle, quand on dit que l'entreprise ne prend pas en charge le carburant, s'il ne prend pas en charge le carburant à des fins personnelles. Concrètement, si l'entreprise prend en charge le carburant du lundi au vendredi à des fins professionnelles, là, vous êtes dans la première règle, dans la règle dans laquelle l'entreprise ne prend pas le carburant à des fins personnelles. Si en revanche, votre entreprise vous octroie cette carte carburant pour partir en vacances, en week-end où vous voulez, là, vous êtes dans la deuxième règle qui est moins avantageuse effectivement pour vous, qui effectivement, où l'entreprise prend en charge le carburant à des fins personnelles. Toujours dans la partie AEN, une question de Sébastien qui souhaite qu'on précise la notion de mise à disposition. Est-ce que c'est Ouais. livraison à l'entreprise ou affectation aux collaborateurs? Affectation au collaborateur. Encore une fois, le véhicule peut être livré, il peut être effectivement, au moment où il est mis à disposition. Donc globalement, ça va être un signature de PV, de mise à disposition, et c'est toujours un collaborateur, c'est toujours quelqu'un qui vient le prendre en charge, hein. Le véhicule ne peut pas être posé quelque part sans qu'il y ait une prise en charge. Donc, qui va signer la mise à disposition? Quid, mais pour autant, c'est forcément un être humain, on va dire, hein, qui va la signer. Et donc, au moment de la signature, eh bien, c'est là qu'on détermine le départ en tout cas, si la règle était la règle avant le 31 janvier ou après le 1er février, Anthony. Tout à fait. On a une question de Maxime, on y a répondu partiellement. Aujourd'hui, l'avantage en nature, ça va pas être pour les véhicules, ça va être en fait pour les nouveaux véhicules commandés, mais comme on parlait bien de mise à disposition, c'est-à-dire que les véhicules déjà utilisés, donc en fait, vous ont été mis à disposition avant le 1er février, donc eux ne sont pas concernés. Par contre, les nouveaux véhicules commandés, si vous n'êtes toujours pas livré, c'est-à-dire que vous allez être livré, ils vont vous être mis à disposition après le 1er février, vous allez être imposé sur cette nouvelle avantage en nature. J'espère que c'était assez clair, Maxime. Question de Loïc, est-ce que ces pourcentages d'AEN sont-ils des minimums à déclarer? Raphaël, Alors, il me semble que c'est en fait, les pourcentages d'AEN, non, ça c'est la règle. tout à fait. C'est la règle. Alors, en revanche, ce que disent les textes, c'est que l'entreprise doit quand même prendre le meilleur des deux mondes. C'est que, si on prend par exemple, si la règle au loyer est moins avantageuse que la règle au prix du véhicule, eh bien, il va falloir opter pour la règle prix au véhicule. Dans une même entreprise, vous pouvez avoir plusieurs règles qui se chevauchent. Vous pouvez très bien avoir une population qui est à la règle loyer, une autre population qui est à la règle au prix du véhicule. En revanche, un même collaborateur ne pourra pas changer dans la même année civile de règle. Il ne pourra pas, je suis la règle au loyer et après la règle au prix. Je ne sais pas si je suis clair, parce qu'effectivement, on manipule pas mal de choses, mais voilà. Est-ce qu'en tout cas, tu as compris, toi, Anthony? Si tu as compris, Oui, c'est déjà pas mal. j'ai compris. Alors, je vais donner une réponse qui va répondre à la fois à Angélique et Sylvie concernant le changement de collaborateur, donc de voiture en interne. Donc, tu l'as dit précédemment, Raphaël, mais voilà, s'il y a un changement de collaborateur, c'est-à-dire que c'est une sorte de nouvelle mise à disposition et du coup, il y a un nouveau calcul d'avantage en nature qui est appliqué. Tout à fait. Euh, C'est pour verrouiller le système, hein. c'est ça. Une autre question de Sylvie, est-ce que le calcul AEN du prix d'achat est le plafond du calcul AEN de la location comme auparavant? Je comprends mal la question. Pour Alors, moi, enfin, le prix d'achat est limité à 30% de remise. C'est peut-être la question. Donc, si c'est pas la question, oui, ce sont les mêmes conditions, à savoir que vous pouvez, dans le calcul d'avantage en nature, la base, en fait, c'est le prix d'achat remisé avec un maximum de 30%.
si c'est ça la question. C'est ça, oui. Je pense que c'est ça. Une question de Jean-Luc. Est-il toujours possible de transmettre le montant de l'AEN le plus favorable aux collaborateurs selon l'assiette du prix net remisé et à ce coût global annuel? Tu as répondu, Raphaël. J'ai Donc répondu. là-dessus, pas de souci. Question de Camille. Pouvez-vous réexpliquer pourquoi le montant est le même pour l'abattement de 70 versus l'abattement de 50? Alors, concernant l'exemple que j'ai donné donc pour la 3008 BEV, on voyait que les montants étaient les mêmes, donc avant 1er février et après 1er février. Pourquoi? C'est parce que en fait, le pourcentage a évolué. Le pourcentage est passé de 40 à 67, de 9 à 15, de 12 à 20. En fait, le pourcentage de déclaration donc, par rapport au coût de location ou du prix d'achat net, lui, a évolué. Par contre, l'abattement est passé de 50 à 70. C'est-à-dire que l'abattement compense l'évolution de l'avantage en nature, ce qui fait qu'on arrive sur les mêmes montants. Pas si mauvais en mathématiques, hein, finalement. Hein. Tu vois? Question de Bernadette, VFE, que veut dire cet acronyme? Raphaël, je te laisse Alors, le... VFE, véhicule à faible émission, c'est donc les véhicules qui sont inférieurs strictement à 51 grammes de CO2, à ne pas confondre avec VTFE, véhicules à très faible émission, qui sont les véhicules 0 grammes. Voilà, et c'est pour ça que dans la présentation, je pense qu'elle sera aussi en ligne, mais on reprend, quand on dit VFE, c'est vraiment ces véhicules qui sont soit des hybrides rechargeables, soit des électriques, soit des hydrogènes. C'est ça que ça veut dire en fait. Ensuite, question sur la LOM. Comment se calcule le nombre de véhicules par SIRET ou au niveau d'un groupe ou par entité? Alors on a, là je ne l'ai pas sous le coude, mais on a effectivement un texte explicatif qui reprend les règles de fonctionnement en fait du calcul de la LOM par sirène, par entité. Donc là je peux pas, je l'ai pas sous le coude, donc je vais pas pouvoir le détailler. Mais on a le texte qui existe, au besoin on pourra le transmettre. Et effectivement il y a cette notion de dire une entité globale, pour faire simple, une entité qui est globale, qui peut avoir plus de 100 véhicules. Et bien même si dans chaque entité il peut y avoir qu'un seul véhicule, mais globalement l'entité doit respecter la LOM. Mais cette règle-là, on a un texte qui le mentionne, on pourra éventuellement, en tout cas, apporter notre réponse plus précise à l'auditeur sur ce sujet. Et Pas de également, je souci. vois sur VPVU, oui, c'est VPVU. Aujourd'hui, la règle dit c'est moins de 3 tonnes 5. Donc concrètement, tous les véhicules de moins de 3 tonnes 5, VP, VU et moto, sont inclus dans cette périmètre de la loi d'orientation des mobilités, Anthony. Tout à fait. Je me permets de revenir sur une question liée à l'avantage en nature, donc de Madid sur la Tesla 3. Pourquoi le carburant est comptabilisé à 67%? En effet, ce qui va être important, avant le 1er février, quel que soit le véhicule électrique, la partie carburant était exonérée. C'est-à-dire que vous êtes toujours calculé sur la base de l'entreprise ne vous fournit pas de carburant. Même si elle vous le fournissait, c'était un avantage fourni par l'État. Si votre véhicule électrique n'est pas éco-scoré, aujourd'hui, il est considéré comme un véhicule thermique. C'est-à-dire que si l'entreprise vous fournit de l'électricité, vous rentrez sur le calcul avec prise en charge carburant. Voilà Madid. Une question de François, là on revient sur la partie l'homme, Raphaël. Le pourcentage de 15% de VFE est sur le nombre total de véhicules en parc ou nombre de véhicules commandés en 2025. Alors en fait, c'est encore une fois, c'est pas commandé, c'est immatriculé. Donc tout à l'heure, on l'a vu, le calcul est un peu complexe. On a essayé de le vulgariser. Alors c'est pas évident pour être très honnête, mais effectivement, c'est à la fois, il y a deux composantes. Il y a à la fois il y a le seuil de départ, Maïd. C'est que globalement, vous êtes au départ, est-ce que vous êtes plutôt au-dessus ou en dessous de ces 15% en 2025? Si vous êtes au-dessus, c'est plutôt bien pour vous parce que globalement, vous n'aurez pas de pénalité. Si vous êtes en dessous, c'est là on va étudier et c'est là qu'on va prendre en compte en fait les véhicules qui ont été immatriculés en 2025 et dans ces véhicules-là, est-ce qu'il y a des véhicules, beaucoup de véhicules à faible émission ou pas? Et c'est là que va se baser en fait cette pénalité. C'est la composante des deux. Maintenant, on l'a avec Alexandre Prou, notre expert fiscalité, et qui on travaille, on prépare aussi tous ces webinars aussi avec lui. Ce sont des choses qu'on a modélisées, mais qui sont pas évidentes à présenter en tout cas à l'écran ici. Alors, on a un certain nombre de questions sur l'AEN. Donc, tout d'abord, on nous demande donc pour les véhicules qui sont pas éco-scorés, qui n'ont pas de dossier éco-score sur le site de l'ADEME, ils sont considérés comme véhicules non éco-scorés.
C'est-à-dire Oui, que même si le dossier a été déposé qui n'est pas encore validé, à l'immatriculation, il va être considéré comme un véhicule non éco-scoré. Et lorsque vous allez devoir déclarer, il va être déclaré comme sur la base de notre exemple de la Tesla Model 3. c'est ça. Et aussi, j'ai une autre question qui dit comment on récupère les TVV. Je vais être honnête avec vous, hein, c'est aussi pour nous un casse-tête. Nous, on a des fournisseurs de données qui peuvent on les questionne, nous donner ces informations. De votre côté, vous pouvez interroger vos constructeurs, vos concessionnaires qui doivent pouvoir vous dire si un véhicule, attention, si un modèle, encore une fois, on n'est pas sur la gamme, on est sur le modèle et éventuellement éco-scoré ou non. Hmm. Et même sur la Euh, variante, on est sur le variant, donc on est sur le TVV. Mais c'est le concessionnaire qui va pouvoir vous le dire, ou le constructeur en l'occurrence. Tout à fait. On va bientôt arriver au terme de ce webinaire. Écoutez, on a un certain nombre de questions sur l'AEN et notamment sur quel accompagnement par alphabet. Vous aurez un certain nombre de questions à vos réponses dans le guide de fiscalité que vous pouvez télécharger dès maintenant sur la plateforme Webikeo. Et pour aussi un accompagnement sur la stratégie, vous pouvez contacter vos interlocuteurs dédiés chez Alphabet qui pourront venir à votre rencontre et vous accompagner sur le nouveau calcul d'AEN et la meilleure façon de pouvoir prendre en charge ces évolutions. Écoutez, nous, on vous retrouve le 1er avril pour le prochain webinaire qui sera dédié à l'intelligence artificielle. Donc, autre sujet, l'intelligence artificielle, il va venir vraiment vous accompagner et vous aider dans ces évolutions pour vraiment être un allié, limite un collaborateur, j'ai envie de dire, en plus, pour pouvoir vous accompagner dans cette diverses évolutions. Et on va voir ensemble avec des experts comment est-ce que vous pouvez intégrer l'intelligence artificielle pour en tirer des opportunités et avoir le maximum de bénéfices. Écoute, Raphaël, si tu n'as pas d'autre chose à ajouter de ton côté, c'était un plaisir d'être accompagné de toi sur ce webinaire et de pouvoir être à vos côtés pour vous parler de ces éléments de fiscalité. Je le rappelle, vous pouvez télécharger le guide sur la plateforme Webikio. Vous pouvez contacter nos équipes pour les différentes questions que vous aurez ou ceux qui n'auraient pas été abordés. On va revenir vers vous. En tout cas, c'était un plaisir, Raphaël, et merci à tous, merci à toutes et à tous pour ce webinaire. Merci Anthony, merci à vous toutes et tous.